Prenez le nègre le plus contestataire. Déshabillez-le devant les autres noirs, hommes, femmes et enfants. Roulez-le dans le goudron et les plumes. Attachez ses jambes à 2 chevaux dans des directions opposées. Mettez-lui le feu et puis fouettez les chevaux jusqu'à ce qu'ils le démembrent. Devant les nègres, hommes, femmes et enfants. Puis fouettez et battez jusqu'au sang tous les nègres mâles qui y ont assisté. Ne les tuez pas, mais gravez la crainte de Dieu dans leur peau, parce qu'ils pourront servir pour la reproduction. Si quelqu'un sait qui était Willie Lynch, qu'il lève la main. Personne? C'est un brutal propriétaire d'esclaves des Antilles. Comme ceux de la colonie de la Virginie avaient du mal à contrôler leurs esclaves, on leur envoyait Monsieur Lynch leur apprendre ses méthodes. Le mot « lyncher » est formé d'après son nom. Ses méthodes étaient très simples, mais très diaboliques. Garder l'esclave fort physiquement, mais faible psychologiquement et dépendant de son maître. Laissez-lui son corps, prenez son esprit. La malédiction de Cham. Noé le cultivateur commença à planter la vigne. Ayant bu du vin, il fut enivré et se dénuda à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et avertit ses 2 frères au dehors. Lorsque Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son fils le plus jeune. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. » Il dit aussi, « Béni soit Yahvé, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu mette Japheth au large, Japheth, qu'il habite dans la tente de Sem, et que Canaan soit son esclave. » Bonsoir. Ce que je viens de vous lire, c'est un extrait de la Genèse, donc c'est la malédiction de Cham. Ce petit passage-là correspond à la justification par les autorités religieuses de l'Église catholique romaine de l'esclavage des Noirs pendant la traite négrière. Aujourd'hui, on est rassemblés, j'ai souhaité faire cette émission suite au reportage de CNN sur l'esclavage en Libye. C'est un reportage qui a fait ressurgir beaucoup de choses chez moi. Alors c'est vrai que c'est aujourd'hui, je fais cette émission-là sur ma page et pas sur Il était une fois le monde parce que c'est une démarche qui est assez personnelle. C'est une démarche qui me touche dans ma chair. Donc pour les personnes qui s'attendent à avoir une certaine forme d'objectivité, là, ça va être très compliqué pour moi aujourd'hui. Au même titre que beaucoup d'enfants afro-européens, d'enfants afro-américains, d'enfants antillais, d'enfants africains. Ce qui nous rassemble aujourd'hui est vraiment un cruel rappel à l'histoire. Alors, je vais essayer, durant toute cette émission, d'être objectif sur les faits. Je vais être objectif sur le déroulé historique de l'esclavage et on va commencer par la base. L'esclavage a eu lieu en tout temps, en tout lieu, depuis que l'homme est homme. Si vous avez regardé, vous savez que je suis un fan de films de péplum, de films de science-fiction. Vous avez l'introduction du film de Cécile B. 2000, Les 10 commandements de 1956, où une voix dans les cieux dit « Dieu créa l'homme et l'homme créa l'esclave ». La différence, en fait, entre l'esclavage antique, en fait, il était lié surtout au principe que, voilà, vous avez 2 factions en guerre, ça peut être deux villages comme 2 empires, et que au terme de ce conflit, le perdant est contraint d'offrir ses enfants, ses femmes et ses guerriers à son adversaire. Ça, c'est l'esclavage tel qu'il était pratiqué dans le monde antique. Le point de basculement, on va le retrouver au niveau de la sortie du Moyen-Âge, ce qu'on va appeler après plus tard la Renaissance, avec tout d'abord effectivement des marchands arabes, des marchands de la péninsule arabique, des marchands du Maghreb qui vont commercer et commencer à faire, on va dire, les prémices de la traite négrière. Ça, c'est effectivement tout ce qu'on peut retrouver et c'est ce que beaucoup de personnes utilisent comme justification pour pointer du doigt les Arabes et l'islam sur ce principe-là.
ce qui n'est pas tout à fait faux, mais on pourrait rentrer dans le détail, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi en 2017, dans un pays qui est à même pas 2 heures d'avion de Paris, on peut retrouver de l'esclavage. C'est ça la question. Comment ça se fait? Quel est le phénomène? Quels sont les processus géopolitiques? Quels sont les leviers qui sont activés pour que des hommes qui vivent dans des pays, pas forcément en guerre d'ailleurs, comme l'Afrique subsaharienne, franchissent des milliers de kilomètres, se retrouvent enfermés dans des entrepôts, avec en tête le rêve utopique de franchir la Méditerranée. Pourquoi on en arrive là? C'est là qu'est la question. Et comme vous le savez, je suis d'origine africaine, hein, je suis né au Cameroun, j'ai les pieds et le cœur toulousain, mais mon sang est camerounais, mon sang est africain. Et quand j'ai vu ces images-là, je me suis vu, je me suis dit, en fait, il aurait manqué pas grand-chose pour que je sois ce visage-là, assis par terre, avec des hommes en train d'estimer ma valeur. Donc à un moment, il faut comprendre pourquoi on en arrive là. L'Afrique subsaharienne, alors, les personnes qui seraient prêtes à me dire oui, mais attends, il y a de l'esclavage un peu partout, c'est un fait, c'est réel. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, je vous parle d'un sujet que j'ai choisi, donc je fais ce que je veux d'abord, je dis ce que je veux d'abord, et là, j'ai décidé de vous parler de ça. L'Afrique subsaharienne donc, a subi de plein fouet ce qu'on appelle la traite négrière. La traite négrière, quel était l'objectif de cette exploitation de l'être humain? On est donc au 14e, 15e siècle. On sort du Moyen-Âge et les royaumes occidentaux lancent de part et d'autre des missions d'exploration du Nouveau Monde. Salut Michael et salut tout le monde. Lance des missions d'exploration du Nouveau Monde et découvre donc ces terres fertiles, ces terres où tout est possible. Sauf que Bonjour, salut Chantal. Sauf que l'homme occidental, il est là, les Européens, ils sont là pour vraiment conquérir, mais pas forcément travailler. Et voilà, je suis revenu, j'ai dû avoir un petit souci de connexion. Donc, à partir de là, ce qui se passe, c'est que ils ont eu vent effectivement de ce phénomène-là d'exploitation, d'esclavage, de revente et tout. Donc, ils vont d'abord traiter avec des marchands venus d'Arabie, des marchands venus du Maghreb, et ensuite ils vont directement traiter avec des chefs de village, des rois locaux en Afrique. Et quand je dis traiter, il ne s'agit pas de dire oui, voilà, ils n'arrivent pas et disent oui, voilà, on a besoin de vous, 10 de vos enfants. Non, 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 non. C'est plus subtil que ça. Vous avez un conflit avec le chef d'à côté? Ok, on va vous appuyer militairement, on va vous appuyer en termes de logistique, mais quand vous aurez vaincu votre adversaire, vous capturez ces guerriers, vous capturez les plus solides, bien sûr, vous capturez ces femmes et vous allez nous les revendre. Alors, la cupidité de l'homme est la même partout. Donc, effectivement, ces rois locaux qui étaient en conflit disent ok, d'accord, il n'y a pas de problème, on va s'arranger comme ça. Ça, c'est les prémices. Une fois qu'il n'y avait plus de rois, d'adversaires à éliminer, la demande d'esclaves africains était toujours aussi nombreuse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, quand ils allaient retourner voir ces chefs, ces rois locaux, on a toujours besoin d'esclaves. Oui, mais là, j'ai pas. C'est pas grave. Tu vas nous laisser tes enfants. Tu vas nous laisser tes guerriers. Et si tu n'es pas content, on tue tout le monde. Donc là, tu n'as pas trop le choix. Donc là, on se retrouve face à le début d'une exploitation massive. Et en fait, ce qui est le point de basculement et en termes de mots, en termes de terminologie, c'est qu'on est passé, aussi vulgaire, aussi simpliste soit ce terme, d'un esclavage domestique du ok, j'ai vaincu, je t'ai vaincu, je récupère tes guerriers et tes femmes pour qu'elles travaillent pour moi, à une industrialisation. Et c'est là que commence la saignée de l'Afrique.
c'est là que pendant plus de 400 ans, l'homme noir va être spolié, l'Afrique va être spoliée de ses enfants. L'Afrique va être volée de ses enfants les plus robustes, de ses hommes les plus forts, parce qu'il fallait supporter ce passage, il fallait supporter cette traversée. Alors, les chiffres peuvent varier. On peut parler de plusieurs centaines de millions de personnes. Certains, pour les estimations les moins nombreuses, on va parler de dizaines de millions. Pour les plus nombreuses, de centaines de millions de personnes, non pas qui sont arrivées à destination, mais qui sont morts dans l'Atlantique. Et ça, c'est une réalité également. On a tendance peut-être à l'oublier. Donc, je ne vais pas vous faire le passif, donc tout ce qui, énumérer tout ce qui s'est passé au niveau des Amériques, au niveau des Antilles. Mes frères antillais, mes frères et sœurs antillais le savent beaucoup mieux que moi. Moi, je vous explique juste. Il n'y a pas de souci, on t'en Baptiste, je suis là pour ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre le pied dans le plat et d'expliquer. Alors, Autant Baptiste m'a marqué bonsoir, une phase de l'histoire méconnue que tu nous racontes là. C'est une réalité qu'on ne nous apprend pas à l'école. J'ai été à l'école de la République, je n'ai jamais entendu ça. Par contre, j'ai eu la chance de mettre le pied sur la terre de mes pères. Et c'est une autre version de l'histoire qu'on nous raconte. Donc, effectivement, j'avais à cœur aujourd'hui de la faire découvrir aux gens parce que beaucoup de gens qui nous suivent ne savent pas. Donc, ils découvrent, ils ont découvert les images sur CNN, pardon, excusez-moi, CNN c'était avant, et ils se disent, ouais, mais comment ça se fait qu'en 2017, on en est là? Ok. Donc, je reprends mon récit. On se retrouve avec donc ce marché, ce qu'on appellera le marché triangulaire. Pour vous expliquer rapidement, mais j'ai mis une vidéo sur ma page, sur le poste d'avant où je vous explique comment ça fonctionnait. Mais prenons la France, par exemple, puisque je parle en français et que je suis en France. En fait, là, les bateaux partaient de Bordeaux, de Nantes et d'autres villes à vide, descendaient sur les côtes africaines, récoltaient la marchandise, des esclaves qui étaient libres quelques jours, quelques mois, quelques années avant, et traversaient l'Atlantique pour les revendre. Et ensuite, ils chargeaient sur place toutes les denrées les épices, l'or qu'ils venaient récupérer aux Amériques pour ensuite les ramener en France. Et du coup, il faut savoir que c'est ce que j'ai marqué, c'est ce que j'ai mis dans le post que vous pouvez voir sur la page. Vous avez 6 pays, mais 6 pays qui se sont enrichis et qui ont construit leur richesse, leur royaume, leur puissance sur l'exploitation de l'homme noir. La Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas et bien sûr le numéro 1, les États-Unis. Aujourd'hui, quand on regarde un peu la condition de vie, par exemple, des Noirs américains, qui ne sont pas tous Michael Jordan ou LeBron James, ils sont tués, massacrés, mais les gens ont tendance à oublier que ces gens-là leurs parents n'ont pas voulu arriver là. On leur a rien demandé. Au même titre que quand je vous dis les Pays-Bas, les gens ne savent pas trop. Mais quand vous avez un pays qui s'appelle l'Afrique du Sud, et ce pays, donc, a été... Oui, voilà, exactement, Fabrice Alouche qui me dit la Compagnie des Indes, exactement. Tu regarderas, j'ai mis, il y a un post juste avant qui en parle. Cyril Brislac qui me dit l'esclavage est toujours en cours, quelle que soit la couleur. Je t'invite à relire, à écouter le début de la conférence. Tu comprendras pourquoi je parle uniquement de l'esclavage nord, puisque je fais un rappel en fait sur le reportage de CNN qui concerne en l'occurrence l'esclavage moderne des subsahariens. Donc c'est pour ça que j'accentue là-dessus. Je t'inviterai à regarder le début de ma présentation. Donc je vous parlais de l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud, c'est assez paradoxal. Imaginez que vous êtes chez vous, vous vivez dans une maison relativement modeste, mais vous êtes chez vous. Et un jour, un voisin débarque, une personne débarque venue de nulle part et vous dit, OK, maintenant chez toi, c'est chez moi. Et comme c'est chez moi, je vais te faire vivre dans le jardin, dans un cabanon dans le jardin. Et bien, si tu n'es pas content, je vais te tuer en fait. Et non seulement tu vas rien dire, mais en plus, tu vas travailler pour moi. Et ne me demande pas d'être payé, hein, c'est bon, tranquille. Voilà, l'Afrique du Sud, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez un pays qui est en Afrique,
et où les Africains, pendant une grande partie de l'histoire, n'ont pas été maîtres de leur terre. Mais ça, c'était ouvert. Il y a eu ensuite ce système d'apartheid, mais j'y reviendrai en vous expliquant un petit peu tout le processus. Donc là, on était sur la traite négrière. Une fois que la traite négrière s'est terminée, on est dans le siècle, ce qu'on a appelé le siècle des Lumières. Donc là, il y a eu un minimum de conscience en disant, bon, ces gens-là, peut-être que finalement, c'est peut-être des êtres humains, hein, donc on va peut-être les traiter comme tels, mais bon, ils ne sont pas égaux, hein, il ne faut pas non plus exagérer. Donc on va abolir l'esclavage. Encore une fois, oui, effectivement, Mescaline, c'est l'actualité qui nous pousse à ça, mais voilà, donc je suis content. Donc Mescaline me dit, bonsoir à tous, ravi de t'écouter. Dommage que l'actualité nous pousse à nous repencher sur un pan de l'histoire que nous aurions préféré oublier à tout jamais. Effectivement, c'est une réalité, mais voilà, c'est pas grave. Je suis là pour essayer d'expliquer le pourquoi du comment, et j'espère que je suis assez clair dans mes explications. Donc, si bien le siècle des Lumières, et donc tous ces mouvements abolitionnistes qui ne se sont pas faits dans la douleur. Par exemple, très peu de personnes savent que la première nation noire a été Haïti. Okay, c'est la première nation qui s'est rebellée contre son oppresseur et elle l'a payé au prix fort. Des personnages sont morts, des personnages importants sont morts, des millions d'Haïtiens sont morts pour leur liberté. Et quand le colon, enfin en tout cas l'oppresseur, l'esclavagiste qui était la France à l'époque, a reconnu sa défaite sur un plan militaire, elle a donc rendu sa liberté aux Haïtiens, mais elle leur a fait payer au prix fort. Parce que non content de vouloir votre liberté, vous allez la payer en or. Et jusqu'à aujourd'hui, Haïti est redevable de la France de ça. Faut le savoir. Les gens ne le savent pas forcément. Donc voilà comment ils ont dû affronter leur dette, alors qu'ils voulaient juste être libres. Il faut savoir que les Haïtiens sont des Africains, n'ont jamais demandé à venir sur cette île d'Espagnola. Et donc, du coup, ils se retrouvent à se battre pour leur liberté. Et derrière, une fois qu'ils arrivent à se battre littéralement sur leur liberté, on leur met une facture. Comment, homme noir, vous souhaitez être libre? Vous rigolez? Voilà. Donc, on va avancer un petit peu dans le processus. Donc là, on était sur la première nation nègre, à savoir Haïti. Et je salue tous mes amis haïtiens au passage. Et voilà. Donc, quand l'esclavage est aboli, on passe sous un nouveau système. C'est un système qu'on va appeler la colonisation. Merveilleux système que la colonisation. Il y a peu de temps, un homme politique français du nom de François Fillon nous expliquait à la tribune d'une réunion de l'UMP à l'époque que la colonisation était un bienfait pour la civilisation, pour les Africains. Alors, M. Fillon, je vais vous répondre tout doucement et je vais répondre à M. Sarkozy par la même occasion, qui nous disait il y a 10 ans, quasiment 10 ans, au discours de Dakar, que l'homme noir n'était pas assez rentré dans l'histoire. Messieurs, ce n'est pas parce que des hommes n'ont pas la même culture que vous. Ce n'est pas parce que des hommes n'ont pas les mêmes principes que vous. Ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas une civilisation. Il faut être clair là-dessus. La civilisation occidentale est le fruit d'un héritage, au même titre que les civilisations africaines, que les nations africaines, que les royaumes africains, comme le royaume du Mali, par exemple, comme le royaume du Congo, par exemple, comme l'Égypte, qui jusqu'à preuve du contraire se trouve en Afrique, ont posé aussi une pierre à l'édifice de notre planète. Donc, dire que la colonisation d'un côté était un bienfait, je vais développer, et dire que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire, c'est du mensonge, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, avançons sur la colonisation. Alors, moi, je vais vous parler plus précisément d'un pays que je connais, qui est celui de mes ancêtres, qui est celui où je suis né, qui est le Cameroun. Le Cameroun est un pays qui a qui a été occidentalement découvert par les Portugais. Okay, ensuite, bon, il y a eu plein de jeux, donc oui, voilà, coach mental, Fillon comme le raciste des Lumières, Voltaire, exactement. On pourra en parler également. Donc, le Cameroun donc, a été successivement colonie portugaise, puis colonie allemande, puis à la fin en fait de la Première Guerre mondiale, toutes les territoires qui étaient des possessions allemandes
ont été spoliés et récupérés par les vainqueurs, à savoir la Grande-Bretagne et la France. Donc le Cameroun a été divisé en deux. Il a été d'une partie rattaché à une partie anglophone et au Nigeria, et de l'autre partie à l'Empire français d'Afrique centrale, donc avec tout ce qui est le Gabon, la Centrafrique, etc. Et donc, là, je vous parle de moi directement, puisque mon arrière-grand-père a connu la colonisation allemande, et mes grands-parents ont connu la colonisation française. Et donc, par legs, dans la famille, on a pu découvrir ce que c'était, on a vu ce que c'était. Quand aujourd'hui je vois des personnes dire oui, mais les Africains c'est des sauvages, etc. Ce n'est pas les Africains qui ont commencé à mutiler les gens. Les colons allemands, dès qu'une personne travaillait mal, on vous coupait un bras. C'est une réalité. Donc, toute cette période de colonisation, je vais essayer de vous l'imaginer encore avec mon histoire du voisin. Donc, on revient sur ce que je disais sur l'Afrique du Sud tout à l'heure. Vous êtes chez vous. Donc déjà, vous avez dû essayer de survivre parce que pendant plus de 400 ans, on vous a spolié de votre force vive, de vos enfants. Et comme finalement, ces gens loin là-bas, des milliers de kilomètres, ont décidé que finalement, vous étiez peut-être des êtres humains, on s'est dit, bon, ben ok, on va vous donner l'autorisation d'être considérés comme des êtres humains, mais par contre, on vient s'installer chez vous. Parce que bon, comme on ne peut plus vous exporter, on va vous exploiter chez vous. Et au passage, on va exploiter vos terres. Ok? Donc, on installe des infrastructures, on crée des villes en Afrique. Donc, je pense qu'il parlait de ça, M. Fillon, qui avait parlé de bienfaits. Sauf qu'il oublie de dire que ces villes-là, ces infrastructures-là, elles n'ont pas été faites pour les Africains, elles n'ont pas été faites pour les indigènes. Elles ont été faites pour les colons qui venaient s'installer, qui venaient exploiter le pays. C'est ça la différence. Et que les indigènes, eux, étaient juste là pour les servir. En Afrique du Sud, ils appelaient ça des boys. Tout ce que je vous dis là est factuel, vous pouvez le vérifier. Il n'y a aucun souci là-dessus, je suis complètement tranquille avec ça, et c'est un sujet que malheureusement je connais que trop bien. Donc, pendant quasiment un siècle, ces pays-là, les pays d'Afrique, vont être exploités, spoliés, jusqu'à la fin des années 50, où on va avoir des phénomènes en fait de rébellion. En Amérique, on va avoir ce qu'on appelle le mouvement des droits civiques. Et ce mouvement des droits civiques va entraîner dans les peuples, ce qu'on appelle comme ça, désolé d'utiliser ce terme, des peuples nègres à travers la planète, va amener une espèce de forme d'union et de volonté de s'émanciper, de se libérer de du joug du colon. Okay? Alors, on ne maîtrise pas une révolution. Quand la vague est lancée, et la France, pays des droits de l'homme, comme on aime bien le nommer, connaît ça, puisqu'elle a vécu la première révolution en décapitant son roi. Donc, quand un mouvement est lancé, on ne peut pas l'arrêter. Encore une fois, si j'accentue sur la France, ce n'est pas pour pointer forcément du doigt la France. C'est que je parle en français, c'est que je suis français, et c'est que je parle à d'autres Français. C'est pour ça. Et je parle d'un sujet que je connais. Je ne vais pas vous parler du Portugal, alors que je ne le connais pas. Je ne vais pas vous parler de la Grande-Bretagne, alors que je ne la connais pas. Donc, à l'époque de ces mouvements d'émancipation et de revendication de liberté et de décolonialisme, le président qui était le président français, c'était Charles de Gaulle, anciennement connu le général de Gaulle. J'entends souvent dire que oui, mais vous avez demandé la décolonisation. Comment se fait-il que vos pays aujourd'hui ne sont pas aussi développés, etc. Souvent, je vous explique qu'on est toujours, surtout dans les émissions Il était une fois le monde, j'ai eu l'occasion de vous l'expliquer, qu'on était toujours sur le processus de l'Empire romain. Qu'est-ce que faisait l'Empire romain dans ses possessions territoriales? Quand ils avaient conquis un nouveau territoire, ils récupéraient le prince ou les notables de ce territoire, les ramenaient à Rome et les éduquaient à la romaine, afin qu'en les ramenant chez eux, ils puissent diffuser cette pensée romaine. D'accord? La France a fonctionné exactement pareil. Toutes les élites des pays francophones,
toutes les élites des anciennes colonies francophones ont été formées à Saint-Cyr, à l'ENA, etc. Et ensuite, elles ont été renvoyées en Afrique dans le but, justement, de s'assurer du bon fonctionnement et surtout de la complaisance des futurs dirigeants de ces pays africains. Donc, en préparant la décolonisation, ils ont préparé aussi le fait de conserver ce qu'on appelle le précaré. Le précaré, c'est-à-dire que c'est une zone d'influence. C'est ce qu'on va appeler plus tard, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Oui, débit, je sais, cette partie de l'histoire n'est pas forcément expliquée. Donc voilà, j'essaie de l'expliquer de la manière plus simple. Donc ils ont préparé, on va dire, la décolonisation en formant les futurs dirigeants de ces pays. OK? Sauf que vous imaginez bien que tous les Africains n'étant pas trop bêtes, certains n'étaient pas d'accord avec ça. Certains ne voulaient pas que justement ce soit des pantins, des pions qui soient mis en place par les anciens colons pour avoir ils souhaitaient avoir une liberté totale. Vous savez ce qui leur est arrivé à ces gens-là? Je vais vous donner, pas beaucoup, je vais vous donner 3 noms. Patrice Lumumba, premier ministre du Congo, assassiné par les services secrets belges. Thomas Sankara, premier président du Burkina Faso, assassiné par les services secrets français. Steve Biko, militant anti-apartheid en Afrique du Sud, assassiné. Nelson Mandela, que tout le monde connaît, emprisonné pendant 27 ans. Ce que les gens ne savent pas, si on doit revenir aussi sur la France, et là je vous mettrai un lien ensuite, je vous mettrai un lien dans la conversation d'un article du Monde. Donc là, on peut pas. Voilà, c'est un article du Monde qui vous explique, et là je recentre toujours sur le Cameroun, qui vous explique que pendant ce processus de décolonisation, au Cameroun, il y a eu aussi un mouvement de rébellion par un leader camerounais. Ce leader a souhaité aller chercher des renforts auprès d'autres pays que la France, hein, bien sûr. Et lors d'un rendez-vous en Suisse, il pensait avoir rendez-vous avec un diplomate étranger qui lui a assuré son soutien, sauf qu'il a eu rendez-vous avec une personne des services secrets français qui l'a empoisonné et il est décédé. Derrière, s'en est suivi le massacre d'une localité camerounaise qui s'appelle Niobé. Donc, et suivant les chiffres, on parle entre 100 000 et 400 000 morts, pulvérisés au napalm par l'armée française. C'est une réalité. Je vous mettrai de toute façon l'article du Monde. C'est un article du Monde qui date de 2011 qui explique cela. Donc, j'essaie de vous résumer la chose. On part de 400 ans d'esclavage. Oui, cette vidéo sera retranscrite, t'inquiète pas. On part de 400 ans d'esclavage pour ensuite basculer sur près de plus d'un siècle de colonisation. Et on arrive donc au début des années 60, où, du coup, donc, tout est lâché, donc les colons s'en vont et ils installent des pions qui vont être. Exactement, il y a un très bon film de Steve Biko, exactement, on en parlera. Et ils vont installer donc des pions qui vont ensuite signer au nom des peuples africains des véritables escroqueries. La plus grande escroquerie étant ce qu'on appelle le franc CFA. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux qu'en ce moment, il y avait une fronde en Afrique contre le franc CFA. Qu'est-ce que le franc CFA? Le franc CFA est la monnaie qui est utilisée par une bonne dizaine de pays africains, anciennes colonies françaises. Et ça veut littéralement dire, sur son premier nom, parce qu'ils ont modifié pour la forme, franc des colonies d'Afrique française. Ce qui veut dire que cette monnaie, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, qui est une monnaie coloniale, qui est fabriquée en France et qui permet à l'État français de garantir la stabilité économique de certains pays africains. Okay? Ça, c'est dans la bonne forme. Il faut savoir que quand, au même titre que ce qui a été le cas avec Haïti, quand les colons ont quitté l'Afrique, ils ont imposé une dette aux pays africains. Donc, je vous la remets. Vous voulez votre liberté, ok, on va vous la donner, mais vous allez la payer. Et vous allez la payer avec une monnaie qu'on va vous imposer, une monnaie qu'on va vous indexer,
puisqu'on va on va la fabriquer chez nous, et une monnaie sur laquelle on va vous taxer. Donc vous avez une dette, on vous demande de la payer avec une monnaie du créancier, et il va vous taxer sur cette monnaie, parce que c'est lui qui la fabrique. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Autre chose, alors si des personnes ne comprennent pas pourquoi j'explique tout ça dans ce processus, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est pourquoi des jeunes Africains en 2016-2017 franchissent des risques incommensurables pour venir en Europe. C'est pour ça mais pour ça, vous devez savoir tout le processus. Et c'est pour ça que je vous explique tout ce processus-là. Oui, Fabrice, c'est ça, cette monnaie est une forme d'esclavage, c'est du racket, exactement, des Africains. Donc, non contents de nous imposer une monnaie, le franc CFA, donc ils font signer à ces présidents africains des obligations en termes d'exploitation des richesses, en termes d'exploitation des sources d'énergie. Donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les présidents qui ont été mis en place, qui ont été formés par la France, se retrouvent ils sont aussi complaisants puisqu'ils retrouvent leur compte à titre personnel. Ils se retrouvent à signer des accords, par exemple, d'exploitation du port de Douala, pour ce qui concerne le Cameroun, avec Bolloré pour X années, d'exploitation des mines d'or avec d'autres trucs pour X années, d'exploitation du pétrole au Gabon avec Total, qui est à la base ELF, pour X années. En contrepartie de ces exploitations, ces sommes d'États africains qui ont été mis en place par la France vont bénéficier d'un certain passe-droit. Vous avez peut-être entendu parler des biens, ce qu'on appelle les biens mal acquis. C'est-à-dire que ces dictateurs, hein, parce qu'on va les appeler comme ils s'appellent, les dictateurs vont avoir la possibilité d'acquérir des biens en Europe avec la complaisance des autorités françaises. Ils vont aussi faire du blanchiment d'argent. Ils vont aussi financer les partis politiques français. Tout ce qu'on peut retrouver plus tard avec M. Sarkozy et M. Kadhafi, mais je vais y venir. Voilà. Quand on arrive donc dans ce processus-là, donc on est libre, on est censé être libre, sauf que pour être certain que ces indigènes africains respectent leurs engagements contractuels, qu'est-ce que va faire la France? Et il faut savoir que la France est une des plus grosses puissances militaires. Elle va installer des fortes présences militaires en Afrique. Aujourd'hui, la France a 7 bases militaires hors de France, qui sont dans des pays étrangers. Je ne parle pas de Guyane, je ne parle pas de Nouvelle-Calédonie, je parle de pays étrangers. Dans ces 7 bases militaires, il y en a 4 en Afrique. On se demande pourquoi. Côte d'Ivoire, Gabon, Djibouti, Sénégal. Tout simplement pour être certain que ces présidents africains-là respectent leurs engagements. Et dès qu'ils commencent à ne plus respecter leurs engagements, on leur fait comprendre que c'est facile d'armer une petite rébellion à gauche à droite pour pouvoir les déstabiliser. Et c'est pour ça que de l'autre côté de la Méditerranée, on est en train de dire tout le temps, oui, mais dans les pays africains, c'est toujours la guerre, on ne comprend pas pourquoi. Je vous laisse imaginer pourquoi. Aujourd'hui, en 2017, on a des sociétés, des multinationales qui font plus de chiffre d'affaires à l'extérieur de l'Europe qu'en Europe. Et derrière, quand on regarde un petit peu la carte, et j'accentue sur l'Afrique, on se rend compte qu'il y a des pays qui n'évoluent pas en termes de développement, mais pourtant, vous avez dans ces mêmes pays une grosse richesse. Quand beaucoup de gens, parce que je parle avec beaucoup de gens, on me dit oui, mais quand même, la France intervient en Centrafrique, la France intervient au Mali, la France intervient aide le Niger. Ok. La France a tendance à préciser qu'effectivement, elle a la chance d'être indépendante au niveau énergétique. 75 à 80% de l'énergie produite en France est de l'ordre nucléaire. Sauf que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de nucléaire, il n'y a pas d'uranium en Midi-Pyrénées, il n'y en a pas en plus en Île-de-France, et encore moins dans le Rhône-Alpes. Par contre, il y a de l'uranium au Niger, au Tchad et au Mali. Quand la France intervient dans ces zones-là, c'est pour protéger ses intérêts.
il y a une société qui s'appelle Areva, qui est productrice et qui fournit les centrales nucléaires françaises en uranium. Et je vous invite à lire un super livre qui s'appelle Areva en Afrique, une face cachée du nucléaire français. Et vous allez comprendre quelle est l'influence de cette société, de cette multinationale, sur la déstabilisation et sur le maintien sous tutelle de certains pays africains. Quand vous comprenez qu'ils viennent exploiter une énergie et que c'est eux-mêmes qui fixent le prix auquel ils achètent l'énergie à ces pays. C'est comme si vous allez dans un magasin, vous voulez acheter un t-shirt et vous dites, voilà, ce t-shirt, je vais payer 4 euros. Et si tu n'es pas content, ben on va créer une petite, parce qu'on ne peut pas intervenir en tant qu'armée, on va déstabiliser en armant une petite rébellion à gauche, à droite, qui vont te destituer, et on appellera ça un coup d'État, et on négociera avec le prochain. Voilà ce qui se passe en Afrique. Pour revenir sur quelque chose que je connais bien, le Cameroun, on a notre président qui a été mis en place, qui est président depuis que je suis né, donc depuis 35 ans. Et ce président, ben là, il sent qu'il arrive à la fin de son mandat, enfin son mandat étant sa mort, et il commence à négocier avec d'autres fournisseurs que l'Afrique. Il commence à négocier avec la Chine, avec la Russie. Au même titre que le président du Tchad fait la même chose et que le Nigeria est vraiment tourné vers la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et du jour au lendemain, enfin pas tout à fait du jour au lendemain, on se retrouve avec une rébellion dans ces trois pays-là, un groupuscule islamique qu'on appelle Boko Haram, sauf que ce groupuscule il se bat avec des FAMAS de l'armée française et avec des chars de l'armée française. Alors vous allez me dire, oui, non, mais la France n'a pas livré ses armes. C'est une réalité, la France n'a pas livré ses armes. Par contre, et là on va arriver au vif du sujet, en 2007, M. Nicolas Sarkozy a reçu le guide libyen Mouammar Kadhafi dans une très belle tente en face de l'Élysée. Et ils ont signé des contrats légaux en armement, avec des promesses d'achat d'avions de chasse. Et je pense qu'ils ont aussi, M. Sarkozy avait besoin de remercier M. Kadhafi par rapport au financement de sa campagne. Et ce même Nicolas Sarkozy et ce même Mouammar Kadhafi se retrouvent en conflit quelques temps plus tard, et Mouammar Kadhafi décide de commencer à sortir les dossiers qu'il a sur M. Sarkozy. Et bizarrement, on nous pond une rébellion venue de nulle part en Libye. Alors vous allez me dire, oui, mais non, il y a des preuves, ils allaient massacrer un village. Ok, une ville, Kobané. J'aimerais savoir ce qui est devenu cette ville aujourd'hui. Et donc, avec l'accord tacite de l'ONU, avec la collaboration des États-Unis et de la Grande-Bretagne, M. Sarkozy décide d'attaquer un pays souverain pour protéger une soi-disant rébellion dans un pays souverain. Donc, en fait, je vous la fais simple. C'est comme si, à l'époque des émeutes de 2005 en France, les États-Unis avaient décidé d'envoyer des F-16 sur Paris, d'envoyer des bombes à l'Élysée pour dire maintenant, vous respectez les jeunes des cités. Alors, j'extrapole, certains vont dire, oui, mais attendez, Kadhafi, c'est quand même un dictateur. Oui, mais 4 ans plus tôt, ce n'était pas un problème que ce soit un dictateur pour M. Sarkozy. C'était vraiment pas un problème, puisqu'il a reçu avec des honneurs. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Une rébellion qui est sortie de nulle part? Soyons sérieux. Donc, une fois que, ben oui, parce que quand vous vous retrouvez avec 3 des plus grandes puissances militaires sur vous, ben forcément, vous vous retrouvez lynché après dans les rues de votre pays. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement en Libye. Et le problème, c'est que l'Occident a tendance à oublier que tous les pays ne sont pas faits pour fonctionner sur le modèle démocratique, entre guillemets, que nous connaissons ici. Et par exemple, la Libye a une spécificité, la Libye est un pays de tribus. Et il n'y a qu'un leader, qu'un chef de tribu qui peut, on va dire, rassembler les autres chefs de tribu et diriger l'ensemble du pays. Donc, sauf que quand vous tuez ce leader-là, ben, vous vous retrouvez avec plein de groupuscules, plein de milices et plein de personnes qui veulent accaparer le pouvoir, prendre le pouvoir à gauche, à droite. Et c'est ce qu'on appelle l'anarchie. Donc, il était bien malin, M. Sarkozy et M. Cameron,
quelques jours après la chute de Kadhafi, de se pointer à Tripoli et de dire voilà, nous allons instaurer la démocratie, tout ça et tout. Je vous invite aujourd'hui à regarder ce qui se passe en Libye en 2017. Voilà pourquoi je reviens. Voilà, merci de préciser surtout que Kadhafi, mais je vais expliquer les vraies raisons aussi. Voilà pourquoi je reviens sur tout ce processus-là. Il faut savoir que Muammar Kadhafi, sa volonté, parce qu'il avait quand même une vision, et les gens vous le diront, la Libye de Kadhafi était un pays où les gens ne payaient pas le médecin, les gens ne payaient pas l'école, où il y avait une richesse, parce que au passage, la Libye est un pays de pétrole, la Libye est un pays de richesse, est un pays d'or. Et en fait, la volonté de Kadhafi, le guide Kadhafi, était de créer en fait une monnaie unique pour l'Afrique, à l'image de l'euro pour l'Europe. Et voilà, et le problème, une monnaie basée sur l'or, exactement. Les Américains n'aiment pas. Et effectivement, c'est exactement ce que je vais expliquer, Mike Suzanne. Donc en fait, ce que voulait faire Kadhafi, c'était créer une monnaie africaine qui permette en fait aux Africains d'interagir entre eux et d'avoir un front commun sur les marchés économiques. Et ça, le département d'État, qui était dirigé par Hillary Clinton à l'époque, ne pouvait pas le supporter. Parce qu'ils avaient des intérêts forts, surtout en termes d'énergie, et ils voulaient que toutes les négociations se fassent en dollars, tout simplement. Donc vous avez ça d'un côté pour les Américains. Vous avez les raisons personnelles et politiques de M. Sarkozy de l'autre côté. Voilà pourquoi il y a une intervention en Libye. Et donc, pour revenir sur l'armement de Boko Haram, l'intervention en Libye a ouvert les casernes militaires libyennes. Donc, n'importe qui s'est retrouvé avec les armes livrées par la France quelques années plus tôt. Et c'est comme ça que ces armes ont été acheminées jusqu'à la sous-région d'Afrique centrale dont je vous parlais tout à l'heure, entre le Tchad, le Cameroun et le Nigeria, et on a commencé à déstabiliser cette sous-région-là. Et ce qui se passe, c'est que pourquoi on déstabilise cette région-là? Parce que les dirigeants de cette région-là ont commencé à regarder ailleurs en termes de fournisseurs et en termes de partenaires commerciaux. C'est ce qu'on appelle de la géopolitique. Je vais vous donner une anecdote que vous n'avez jamais entendu parler. C'est une anecdote que j'ai pu entendre. J'étais au Cameroun l'année dernière et dans les journaux au Cameroun, on parlait d'un avion qui avait été arrêté et qui était piloté par des barbouzes d'anciens militaires français qui étaient chargés d'armes à destination du nord du Cameroun. À l'issue de ça, l'ambassadrice de France a été convoquée à la présidence du Cameroun et elle s'est mangée un savon sévère par le président. Voilà. Du coup, étant donné que voilà, il y avait toute une polémique au Cameroun en disant à quoi joue la France. Et vous savez qui a aidé la France, le Cameroun, pardon, à repousser Boko Haram hors des frontières du Cameroun? C'est la Russie. Voilà. Monsieur Poutine, bonjour Makananian, c'est la Russie qui a armé, qui a donné des armements plus, on va dire, plus modernes aux forces spéciales camerounaises, ce qui nous a permis de ne pas être déstabilisés et que le gouvernement, bien qu'il ne soit pas parfait, soit toujours en place au Cameroun. Donc, quand je vous résume tout ça, les pays africains sont indépendants depuis les années 60, mais en tout cas pour les pays d'ancienne influence française, ils sont maintenus la tête sous l'eau avec une monnaie qui les exploite, qui les limite, que quand des leaders ont voulu se lever contre ce processus-là, ils ont été assassinés. Et du coup, l'économie de ces pays-là a été limitée. Ensuite, à partir du moment où ces pays-là souhaitent se rebeller, on leur fait comprendre qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a? On se retrouve avec des jeunes en Afrique qui, au sorti des études, n'ont pas forcément trop de perspectives s'ils ne font pas partie des élites et qui ont un imaginaire, un rêve d'une meilleure vie, un rêve d'une vie en Europe parce qu'ils pensent qu'ils auront la possibilité de suite de trouver du travail, la possibilité de suite de pouvoir s'installer. Vous savez, et là je vais parler à titre personnel, j'étais au Cameroun, comme je vous l'ai dit l'année dernière, j'ai parlé avec mes frères, avec mes sœurs, mes cousins, mes cousines. Je puis vous dire que je les ai suppliés de ne pas faire ce voyage.
je leur ai dit que la terre d'avenir, c'était l'Afrique. Parce que, justement, on ne peut pas stopper un mouvement, on ne peut pas stopper cette volonté d'émancipation. Donc, on y arrivera à un moment ou à un autre. Les pays africains y arriveront à un moment ou à un autre. Mais tant que cette terre promise n'est pas encore à nos portes, effectivement, ces enfants font le voyage dans l'espoir d'une vie meilleure. Et qu'est-ce qu'ils retrouvent à l'arrivée? Ils se font enfermer et revendus en esclavage, avec le consentement des autorités libyennes, autorités qui ont été mises en place après la destitution et l'assassinat politique de M. Kadhafi. Donc maintenant, si vous comprenez pas, si les gens ne comprennent pas le lien de cause à effet, je ne pouvais pas être plus net que ça. Si vous voulez, quand j'entends certains discours, je me dis, mais les gens ne connaissent pas l'histoire. Les gens n'ont pas la vision globale de la situation. Les gens ont une perception, et de cette perception, ils estiment que, voilà, ces gens-là viennent nous envahir. Alors, vous savez quoi, je vais vous dire un truc. Hein. Si l'Afrique était libre et indépendante, si elle n'était pas sous la menace permanente, si elle était dirigée par des dirigeants vertueux, ce qui n'est pas le cas, mais les dirigeants qui les dirigent ont été mis en place par les anciens colons, mais on n'aurait pas tous ces problèmes-là. Et il n'y aurait pas de flux migratoires massifs vers l'Europe. Mais le problème, il est à chercher, il n'est pas forcément à chercher à Yaoundé, à Dakar ou à Libreville. Le problème, il est aussi à chercher peut-être du côté de Matignon, de l'Élysée, de Londres, pardon, excusez-moi, je commence à être fatigué. Et peut-être que si on commence, moi la solution je l'ai, hein, tout le monde, nous les Africains, les descendants, les afro-descendants, on l'a la solution. Que les multinationales occidentales arrêtent d'exploiter la richesse de l'Afrique. Que l'armée française enlève ses 4 bases militaires en Côte d'Ivoire, au Gabon, à Djibouti, au Sénégal. Que la France décide, mais dans un mouvement honnête et respectueux du droit, d'arrêter l'exploitation de la monnaie par le biais du franc CFA. À partir du moment où, ne serait-ce que ces choses-là seront mises en place, les économies africaines ne seront plus maintenues la tête sous l'eau. Et à partir de là, les jeunes Africains percevront un avenir pour eux. Si on n'arrive pas à mettre ça en place, si on maintient l'économie comme elle est aujourd'hui, effectivement, on n'arrivera à rien. Et je vais conclure là-dessus. Souvent, je regarde sur des plateaux des intellectuels africains qui ont un langage de vérité. On essaie de les faire taire, mais ils ont un langage de vérité. Et il y a une intellectuelle, son nom m'échappe, qui avait indiqué que la France, qu'il y avait une dette coloniale. Et ça a fait bondir une partie de l'Assemblée. Mais quand je vous reprenez tout ce que je viens de vous expliquer depuis 45 minutes, est-ce que ce concept-là de dette coloniale est vraiment utopique? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'à un moment, l'être humain, et alors quand je dis la France, hein, je vais préciser, je suis français. Je ne parle pas de la population française. Je parle de l'establishment, je parle des hommes politiques, je parle de ceux qui nous dirigent, je parle de ce phénomène qui a été mis en place qu'on appelle la France-Afrique. Les dirigeants français, comme les dirigeants africains qui ont été mis en place, ne méritent pas d'être là où ils sont. Ce sont eux qui maintiennent cette disparité, ce scandale, et ce sont eux qui font qu'aujourd'hui, des vagues de migrants veulent quitter leur pays, leur famille, leurs frères, leurs sœurs, parfois leurs enfants, pour aller chercher un bonheur utopique. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis content, merci pour tous vos commentaires. J'espère que cet éclairage vous aura permis de comprendre ce qui se passe. J'ai essayé de repartir de l'origine jusqu'à la situation actuelle. Et je vous retrouverai.
Ah, et elle a plus de sens que oui, effectivement, autant. Donc, autant me dit, elle a plus de sens que celle appliquée aujourd'hui par les pays colons et anciennes colonies esclavagistes, exactement. Donc voilà, j'espère que je vous retrouverai le 7 décembre pour, euh, pour pour l'épisode 2. Donc là, je vous parlerai du Moyen-Orient, le dessous des cartes, et je vous expliquerai aussi qu'est-ce qui se passe là-bas, entre la péninsule arabique, entre le monde persique, les différences, les différents problèmes entre sites et sunnites. On essaiera de parler de tout ça. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et le replay sera disponible de toute façon. Et je vous mets le lien sur la guerre coloniale de la France au Cameroun et vous comprendrez ce que je voulais vous expliquer. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Une très bonne soirée. Pardon.